Comédia de l'ESSEC a l'honneur de vous présenter un épisode de C'était mieux avant. Il s'agit de l'enregistrement d'une conférence que donne un ancien ou une ancienne membre de Comédia pour l'association et qui présente un parcours post-ESSEC atypique, le plus souvent versé dans le monde du théâtre et de la culture. L'idée est donc de mettre en lumière des parcours inspirants qui sortent des sentiers battus de la finance ou du conseil. Si tu te poses des questions sur ton orientation post-diplomation et si tu ne te reconnais pas toujours dans les modèles classiques de réussite de l'ESSEC, alors cette conférence est faite pour toi. Bon, moi j'ai découvert le théâtre quand j'étais au lycée, d'abord, par une succession de hasards un peu cocasses, mais toujours est-il que c'était... Waouh, vache! Pour notre deuxième épisode, nous accueillons Richard Le Gall, diplômé de l'ESSEC en 2016. Aujourd'hui, il étudie au Conservatoire national supérieur d'art dramatique et ambitionne de devenir comédien professionnel. Je vous laisse le découvrir. Et bref, ensuite, je suis arrivé à l'ESSEC BBA en 2011. J'ai pas fait comédia les 2 premières années parce que j'avais l'ambition d'écrire un roman et en fait, ça me prenait tout mon temps. Donc, tout mon temps libre pendant ces 2 premières années à l'ESSEC, c'était consacré à l'écriture et je m'étais dit que le théâtre, même si ça me plaisait beaucoup, il ne me servirait à rien. Par conséquent, je ne me suis pas inscrit je me suis pas engagé à Comédia. Et donc, évidemment, quand tu quittes la maison pour la première fois, j'avais 16 ans quand je suis arrivé à l'ESSEC, j'étais très timide, je me sentais pas très bien à l'ESSEC et évidemment, je voyais quasiment personne puisque j'écrivais ce bouquin. Donc, évidemment, j'y arrivais pas. Et quand j'étais en deuxième année, j'étais en échange en Chine, à Shanghai, j'ai fait une grosse dépression, normale. Et du coup, quand je suis rentré en France, en troisième année de l'ESSEC, je me suis dit qu'il fallait, pour me remettre à vivre, que je fasse ce qui, ces dernières années, m'avait rendu le plus heureux. Et donc, en premier lieu, le théâtre. Et par conséquent, je me suis tourné vers Comédia. Donc, d'abord, j'étais pris à la troupe des Improvisibles, qui était dirigée à l'époque par Chloé Vernada, et la troupe de Morphine et Morsure, qui était mise en scène par Christophe Charrier, déjà, et Théophile Combeau. Donc ça, c'était fin 2013. Bon, suite à ça, évidemment, j'ai découvert que c'était un bon moyen de rester heureux pour moi, de faire du théâtre. Donc, je me suis juré de plus jamais arrêter. Pour l'instant, c'est une promesse que j'ai tenue. L'année suivante, je voulais m'investir encore plus à Comédia, mais j'avais pas du tout envie d'être candidat pour le bureau, parce que ça ne m'intéressait pas de m'investir de manière administrative, disons. Et puis, j'avais quelques questions que je me posais sur l'art du théâtre, auxquelles j'avais pas trop réfléchi à cette époque, parce que ce qui m'intéressait pour le moment, c'était à la fois la musique, parce que je suis musicien aussi, et puis l'art du roman, donc, pour essayer d'être le plus efficace possible. Là, je pense que le mot efficacité va souvent revenir, puisque c'est, dans mon parcours artistique, en tout cas, c'est quelque chose que je recherche beaucoup. C'est vrai que ça fait partie, je trouve, des gros débats qu'on peut avoir souvent au café des artistes, après des séances de cours ou bien un spectacle. Est-ce qu'il faut chercher l'efficacité? Moi, déjà, je dirais oui. Bon, on aura eu l'occasion d'y revenir. Mais toujours est-il que, pour répondre à ces questions dans une logique d'efficacité, je me suis dit que ça pourrait être intéressant l'année suivante, donc en 2014-2015, de mettre en scène, pouvoir expérimenter auprès d'une troupe. Donc, j'ai décidé de mettre en scène la pièce Genousie de René de Obadiah. Bon, pendant cette année-là, concrètement, je m'étais dit, et je pense maintenant que c'était une erreur, que ces questions, si je voulais avoir une chance par l'expérience d'obtenir ne serait-ce qu'une amorce de réponse, il fallait que je passe d'abord par des textes théoriques. Et du coup, avant que la troupe se forme, donc fin 2014, j'ai commencé à lire des théoriciens du théâtre, et donc évidemment, comme tout le monde, la formation de l'acteur de Stanislavski, qui au passage, parce que je crois avoir vu qu'il y a une nouvelle traduction maintenant, mais celle que j'ai lue en tout cas, c'était une très mauvaise traduction, puisqu'il n'existait pas de traduction en français directement du russe. En fait, c'était une traduction en français à partir de la traduction américaine. Du coup, c'était vraiment mauvais, quoi. Et ça m'a précipité dans des conceptions du théâtre que, en fait, moi-même, je n'aimais pas.
Mais comme tout néophyte, à l'époque, je ne réalisais pas que je n'aimais pas ça. Je m'étais dit que c'était une étape à passer. Donc, je me suis mis à être très naturaliste. Enfin, je me suis laissé la liberté d'expérimenter plein de trucs pendant cette année-là. Et ça, je pense que c'était une bonne chose parce que ça m'a permis de faire toutes les erreurs qui m'ont permis ensuite de faire de belles choses. C'était une espèce d'agrégat de conception théâtrale, je trouve, qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais qui, comme toute première œuvre, que ce soit dans le roman ou dans le théâtre, dans la musique ou dans toute discipline, d'ailleurs artistique ou non, la première œuvre, c'est toujours un brouillon. Il faut que ce soit un brouillon, parce que s'il y a pas si on passe pas par cette époque brouillon, forcément, on on se limite largement. Donc, je suis content d'être passé par cet état de brouillon. Et finalement, donc, j'étais très content de faire ça, notamment parce que j'avais une troupe géniale. D'ailleurs, j'étais très très chanceux d'avoir une troupe si cool en premier lieu, parce que notamment en termes managériels, j'avais aucune expérience non plus. Donc j'avais lu Stanislavski, et puis ensuite ces, ces dérivations, disons, un peu plus modernes, et notamment euh, celles qui sont pratiquées par les disciples d'Anatoly Vassiliev, parce qu'en France, en fait, il a été enseignant à l'ENSAT pendant quelques temps, et du coup, quand on parle de méthode russe, enfin, en tout cas actuellement en France, on songe surtout à lui quoi, comme grand théoricien. Enfin, il vit toujours, hein, il n'est pas mort. Et donc, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ça. Et je me posais encore beaucoup de questions et je n'arrivais pas à trouver de porte de sortie. Et puis, là encore, en fait, tout ce qui m'arrive de bien dans la vie, c'était pas provoqué par moi, c'était par accident. Il se trouve que je me suis inscrit sans faire exprès à une masterclass à Paris d'impro par Yann Parizeau, donc je me suis inscrit sans faire exprès, puis il m'avait envoyé un message. Salut Richard, ravi que tu viennes, au fait, c'est à 15h, pas à 16h. Du coup, moi, je voulais pas le vexer, je suis quand même venu. Et, et en fait, c'était génial. Ça m'a vraiment catapulté l'esprit. Juste après, d'ailleurs, je crois même que c'était en sortant de cet atelier, j'ai couru acheter Improvisation et théâtre de Keith Johnstone, qui est un livre que je recommande. En plus, c'est un livre assez court, il peut se lire en une soirée, et c'est une soirée qui révolutionne toute une vie. Et, et donc, ensuite, j'ai lu ça, je suis retourné à plusieurs ateliers d'impro autour C'était un groupe de travail à l'époque, c'était le groupe de travail Keith Johnstone qui se tenait le dimanche après-midi, c'était les débuts de Gain Production. Et du coup, il y avait une énergie géniale. Et du coup, quand Victor Bucaille, qui était alors coach impro, m'a proposé de prendre sa relève l'année suivante, alors d'abord, j'ai refusé, parce que j'étais quand même, mine de rien, un peu lessivé par l'aventure Genesi, parce que à cette époque-là, j'étais apprenti à la banque chez LCL, en plus, et ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie dans la journée. Et je dormais 3 heures par nuit, et concrètement, j'avais envie d'avoir une année un peu plus reposante. Mais bon, finalement, comme j'avais vraiment, vraiment envie de faire des expériences sur l'impro et notamment sur la méthode Keith Johnstone, et puis aussi parce que j'avais beaucoup parlé bon, peut-être que les plus récents dans la salle ne connaîtront pas, il y a un gars qui s'appelle Donoshki Bellon, qui était élève avant, il était en PhD, et il était à Comédia aussi. Et c'est un excellent improvisateur, et depuis, il est devenu prof. Enfin, maintenant, il n'est plus à l'ESSEC, il est en Écosse, mais il a été prof pendant quelques années à l'ESSEC. Donc finalement, il a su me convaincre, et j'ai dit oui. Et du coup, en 2015-2016, c'est-à-dire pendant ma 5e année à l'ESSEC, j'ai dirigé la troupe d'impro. Et je me suis dit, alors, pendant ces premières années-là, la troupe d'impro, en fait, je l'adorais parce qu'elle avait une énergie géniale et tout, mais en fait, c'était une énergie qui était très, très dispersée. C'est notamment parce que c'était pas vraiment une troupe à proprement parler. On venait si on voulait, et on n'était pas obligé non plus de venir. Donc, on pouvait tout à fait faire partie des impros en ne venant qu'une fois par an. Et donc, je me suis dit, si je veux mener à bien mes expériences, il faut un peu concentrer l'énergie en un rayon unique pour aller dans une direction.
Bon, et du coup, j'ai fait en sorte que ce soit une troupe entre guillemets fermée comme les autres à Comédia. Et avec ça, donc, on a pu faire quelques expériences. Et ces dernières années, là, j'étais très très content de voir que d'année en année, ils deviennent de meilleur en meilleur. C'était vraiment. Mon année, c'était une sorte de brouillon, encore une fois. Et j'ai l'impression que petit à petit, il y a vraiment une sorte de transmission et d'amélioration de ce qu'on a pu faire ces différentes années. Donc, ça, je suis à peu près sûr que la troupe des improvisibles, ouais, ça s'améliore constamment. Ça, c'est un constat chouette. Et toujours est-il que pendant cette 5e année à l'ESSEC, c'était un peu ce qui m'a décidé aussi à prendre la voie théâtrale. Parce que donc, j'ai eu mes derniers cours à l'ESSEC en décembre 2015. Donc, j'ai soutenu mon mémoire en janvier 2016, c'est ça. Et pendant cette année-là, bon, il faut se dire que donc, j'avais mes cours à l'ESSEC. En plus de ça, j'étais inscrit en L3 de lettres modernes à la fac de Nanterre. J'étais l'assistant d'Aurélien Colson, qui est prof de négo. Et à ce titre, j'avais mon bureau dans la tour administrative, très pratique. Aussi, je rédigeais mon mémoire et, et donc je coachais les impros. Donc, j'avais pas trop le temps de me demander ce que je voulais faire après. Et par conséquent, en fait, c'était l'année où j'ai oublié un peu mes ambitions artistiques. Ah oui, parce qu'en fait, j'aurais dû commencer par ça. Parce que quand je suis entré à l'ESSEC, j'avais déjà l'ambition de faire une école d'art après. Quand j'étais en terminale, j'avais hésité entre directement faire une école d'art et puis faire une école de commerce. Et finalement, je suis allé faire une école de commerce parce que, d'ailleurs, parce que je connaissais rien aux écoles d'art, enfin un peu plus aux écoles de commerce d'ailleurs. Je me suis dit que c'était un peu plus sûr dans la mesure où j'avais l'ambition de devenir extrêmement riche et même de devenir l'homme le plus riche du monde. Et je trouvais que j'avais plus de chances de le devenir en faisant d'abord l'ESSEC qu'en faisant les Beaux-Arts, par exemple. Donc, je me suis inscrit au concours Cézanne d'abord, mais voilà, pendant mes premières années à l'ESSEC, je voulais déjà faire une école d'art après. Et quand venait le moment du diplôme, j'oubliais un peu tout ça, parce que comme j'étais très très chargé avec la banque, avec la Comédia, etc., euh, en fait, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire un truc qui est un peu, enfin, qui permet quand même de toucher à des notions que j'aime bien, tout en restant conforme à mes ambitions matérielles. Et donc, je m'étais inscrit au cours de l'école de droit de Sciences Po pour peut-être devenir avocat. Parce qu'entre-temps, j'avais découvert Pied d'Essec et les joies de la prise de parole en public. Et donc, j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. Mon dossier était super béton, mais quand je suis arrivé, c'était fin février 2016, à l'épreuve écrite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu écrire un seul mot. Et je sais pas pourquoi, mais ça venait pas, mais j'arrive même pas à lire les documents. Et du coup, j'ai rendu copie blanche et en sortant, je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis demandé pourquoi euh, il s'était passé ça. Ça m'était jamais arrivé et concrètement, il n'y avait aucune raison que je me foire parce que j'avais jamais raté quoi que ce soit de ce genre. Et en plus, j'avais un dossier béton et rétrospectivement, effectivement, j'avais eu A à mon dossier. Et en fait, exactement une semaine plus tard, c'était un mercredi, il y a eu les 24 heures play, donc je crois que c'était la 2e édition. Et j'avais décidé de jouer au 24 heures play. Et à la fin de la journée, quand je me suis couché, je me suis dit, mais c'était la meilleure journée de ma vie. Et le lendemain, j'étais toute la journée donc dans la tour administrative, bref, et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais rien à foutre du tout de ce que j'étais en train de faire et que j'étais toujours avec cette espèce d'élation de ce que j'avais ressenti la veille. Et, et assez naturellement, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, je voulais vraiment poursuivre avec une école d'art. Et comme il était trop tard pour passer le concours des écoles de cinéma, parce que c'était la voie qui m'intéressait le plus, peut-être faire Louis Lumière ou la Fémis, mais il est trop tard pour passer le concours, et du coup, je me suis inscrit au stage d'accès du cours Florent. C'est une semaine où on fait des scènes et tout, avec un intervenant, et à la fin de la semaine, on passe
les petites scènes qu'on a travaillées devant un examinateur ou une examinatrice du cours Florent. Et, et en fait, il m'était jamais passé par la tête que je pouvais un jour être comédien professionnel. En fait, j'en avais jamais rêvé. J'avais jamais rêvé d'être acteur. Et au moment où j'ai passé celle du cours Florent, j'en avais pas du tout envie non plus, mais j'avais quand même l'intuition que c'était ce qu'il fallait faire. Et comme je m'étais dit que c'était aussi mon intuition qui finalement m'avait empêché d'écrire ne serait-ce que le premier mot de ma synthèse au cours de l'école de droit de Sciences Po, bah, peut-être que ça valait le coup de suivre cette intuition qui me disait d'aller faire le cours Florent. Donc, j'y suis allé l'année suivante et durant cette année, j'en ai pas eu plus envie d'être comédien professionnel, mais ça me permettait quand même aussi de continuer à me poser des questions, les mêmes questions que, qui me traversaient quand j'étais metteur en scène et puis coach impro à Comédia. Et puis, comme j'étais en première année et que bon, j'étais supporté financièrement par mes parents, évidemment, et que pour eux, le deal, c'était très clair. Enfin, on te supporte financièrement sur ce que tu veux faire tant que tu es le meilleur. En fait, bon, j'ai une mère qui est chinoise, hein, ça s'invente pas. Et donc, évidemment, pour être le meilleur, il fallait aller jusqu'au bout et peut passer évidemment les concours des meilleures écoles. Et donc, ça veut dire la classe libre du cours Florent, et puis les écoles nationales comme le NSAD, le TNS, l'ENSAT, les AD, etc. etc. Et alors, d'habitude, en fait, il y a une classe qui prépare à ça, ça s'appelle une prépa, en troisième année du cours Florent. Mais je m'étais dit, du coup, je vais quand même passer les concours en deuxième année du cours Florent. Comme ça, j'ai une année pour du beurre, et puis en troisième année, je mets la max. Et donc, je me suis inscrit au concours en deuxième année. Voilà, j'y suis allé un peu les mains dans les poches, dans l'optique de voir comment ça va se passer, quelle est l'ambiance, parce que j'avais entendu tout et son contraire. Parfois, on me disait que le jury était odieux, et d'autres qu'ils étaient super bienveillants et tout. Bon, du coup, je suis allé, c'est bien passé. Bon, il se trouve que, en fait, je l'ai eu directement. Du coup, je dis, bon, très bien, je gagne un an. Et par conséquent, je suis allé au conservatoire. Et en fait, c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu le concours du conservatoire que j'ai eu l'envie d'être comédien professionnel. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi j'ai eu, en fait, c'était progressif. J'ai eu progressivement l'envie d'être comédien. D'autant plus que vraiment, quand j'étais au cours Florent, même si c'était toujours mon instinct qui me disait d'y continuer, ma raison, par contre, pas du tout, parce que j'ai quand même conservé des ambitions matérielles. Moi, ça m'intéresse pas du tout d'être le poète Wally sous sa mansarde, même si j'ai énormément de respect pour cela et quand même un reste d'ambition des plus romantiques. Moi, je pense que l'idée de devenir commercial et grand public ne me tourmente pas plus que ça. Il me plairait de devenir matériellement confortable, disons. Le cours Florent, c'est quand même très très cher, enfin pour une école de théâtre en tout cas, c'est 410 € par mois. Alors évidemment, quand tu payes ça pour une école de commerce, tu te dis, bon, ça va, c'est même pas beaucoup. Mais pour une école mais parce que à la fin, il y a des salaires conséquents. Dans une école de théâtre, au mieux, on devient, on devient intermittent, c'est ce qui est très bien, mais franchement, je trouve que c'est vraiment trop cher. Quoi. Les écoles de théâtre privées, c'est trop cher et trop long. Par exemple, en Allemagne, souvent alors évidemment, c'est très sélectif dès le début. Par exemple, la Ernst Busch, tu peux y entrer dès la fin du lycée, mais au moins, tu fais 2-3 ans d'études et ensuite, tu es dans le grand bain. Et ici, la plupart les comédiens qui suivent un peu ce, disons, ce parcours académique typique dans lequel je suis moi-même, c'est 6-7 ans d'études de théâtre, ensuite 3 ans d'école nationale. Quoi. Voilà. Et en fait, depuis que je suis au conservatoire, donc c'est le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, pardon, je ne sais plus si je l'ai dit, qui est au 2 bis rue du Conservatoire, qui est donc une école nationale en 3 ans, et à laquelle on accède par un concours qui est en 3 tours.
Et donc là, je me suis dit, à partir du moment où j'y étais, que peut-être que je pourrais devenir comédien professionnel. Là, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment force de proposition, qui étaient artistiquement vraiment fascinants. Donc, encore une fois, je ne sais pas du tout si je serais, entre guillemets, comédien professionnel, parce qu'encore une fois, je suis toujours étudiant, donc concrètement, je n'ai pas fait grand-chose depuis. Tu vas pas dans ce parcours, quelle serait ta solution classique, entre guillemets, en sachant que ça fait... Et est-ce que tu te dis que, on va dire, pour la solution classique, les quelques années d'écart entre la fin de tes études non artistiques et ton entrée sur le monde du travail, est-ce que ce serait pas un handicap? Enfin, est-ce que ça te fait... Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Quel serait le chemin classique pour toi? Et est-ce que tu penses que l'écart te serait un handicap ou pas? Ça pourrait être un handicap si j'avais, si revenir sur le marché du travail typique et sec, si c'était une option, mais en fait, ça n'a jamais été une option pour moi. En fait, j'ai jamais voulu non plus. Je me suis jamais vu que dans les métiers de l'art. En fait, donc de toute façon, en fait, j'ai pas de plan B. Je suis un vrai Bonaparte. Ça, de ce point de vue-là. Non, vraiment, j'ai pas de plan B. J'ai aucune envie de revenir dans des métiers. J'ai fait mon apprentissage dans la banque. Avant ça, j'étais responsable marketing de l'LG Sec pour mon premier stage au BBA pendant l'été de 2012. Ça ne me dit, mais alors absolument rien du tout d'y revenir. Alors, évidemment, hein, je pense que c'est un handicap. J'ai plusieurs amis qui c'est arrivé de faire des études de théâtre et même de commencer à jouer de manière professionnelle. Et effectivement, ensuite, c'était un peu difficile pour eux de revenir. Alors, évidemment, il y avait toujours la solution. Je crois l'avoir lu entendu dans l'interview de Julien, cette scène. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y en avait en tout cas quelques-uns qui, du coup, avaient essayé de concilier les deux en faisant souvent du coaching en entreprise, etc., mais qui, encore, en fait, s'en étaient juste servi de tremplin pour retourner dans des métiers plus. Qui correspondaient plus à leur formation initiale, parce qu'effectivement, ça, c'est le parent pauvre. Ça peut plaire. Hein. Il y a des gens qui s'appelaient beaucoup de coaching en entreprise. Il y a même des gens, parmi mes profs cours Florent, j'en ai un qui, ça lui avait tellement plu qu'il a arrêté de donner des cours de théâtre au cours Florent pour devenir formateur en prise de parole en entreprise. Donc c'est vraiment, ça peut être une passion. Mais en l'occurrence, souvent quand même, quand on arrête de faire une école, quand on arrête de faire une école de commerce pour faire une école d'art, c'est souvent une solution de repli qui est un peu morose, quoi. Après, d'ailleurs, c'est un truc marrant, parce que là, je suis toujours sur l'interview de Julien sur YouTube, et c'est marrant parce que dans la vidéo suivante, dans les recommandations, il y a un seul en scène de Paul Mirabel, qui est un humoriste. Et en fait, Paul Mirabel, c'est un très bon ami à moi. Et lui aussi, il a fait une école de commerce avant de devenir humoriste. Il était à l'ESG. Et c'est marrant parce que lui, c'est vraiment l'ESG qui lui a permis aussi il y avait un concours qui était organisé par l'ESG. Du coup, c'est à partir de ça qu'il est devenu comédien, mais il avait après le même raisonnement. Pour lui, il n'y avait pas du tout moyen de revenir dans les métiers du commerce si ça ne marchait pas. Il ne savait pas, en fait. Il n'y avait pas de plan B non plus. Et vraiment, je crois que des fois aussi, alors, j'aime pas le mot stimulant, parce que je trouve extrêmement vulgaire, mais c'est jubilatoire de ne pas avoir de plan B aussi. Je voulais savoir, avec le confinement et tout le changement, est-ce que, je t'en ai peut-être parlé au début, est-ce que tu as envisagé de faire autre chose juste par rapport à la période, de passer plus au numérique, comme il y a vachement la question pour les intermittents du spectacle? Alors, en fait, la plupart de mes amis participent à un truc. Alors, c'est une troupe éphémère qui est organisée par le Théâtre de la Colline, qui est un théâtre national à Paris, qui est dirigé par Wajdi Mouawad, et qui s'appelle la troupe des poissons pilotes. Et en fait, tous les soirs à 18h, il faut appeler deux familles pour lire des textes pendant une demi-heure chacune,
des textes choisis comme ça, et en fait, c'est l'occupation principale donc de la grande majorité de mes confrères et amis, profs, camarades et anciennes connaissances en fait, font tous partie de cette troupe à laquelle moi je participe pas parce qu'en fait, j'ai repris mes travers de première et deuxième année. Je me suis remis dans l'écriture compulsive. Alors, j'ai vu que Julien travaillait beaucoup sur le vomissement. Bah, c'est vrai que ma manière à moi de vomir, c'est aussi de tapoter sur mon clavier de manière frénétique. Et en fait, c'est pour le coup une sorte de frénésie que j'ai pas envie d'arrêter pour le moment. C'est ma manière aussi de voir le confinement, d'autant plus que en fait, j'ai toujours des cours en confinement. Alors ça, oui, j'ai des cours sur Microsoft Teams et puis aussi quelques-uns sur Zoom, de cours de chant, de danse. Alors, c'est de danser devant son écran. Alors, pour le coup, en fait, c'est marrant parce que souvent, c'est quand on est dans un groupe qu'on hésite à sortir de sa zone de confort. Mais pour le coup, là, c'est une expérience solitaire de mise à mal de la zone de confort. Très, très étrange et en même temps, c'est une expérience à faire. Toujours est-il que voilà, j'ai chant, danse, j'ai un cours qui s'appelle Feldenkrais, et puis j'ai aussi des petits tournages à faire pour la classe d'interprétation. Notamment là, hier, j'ai déclamé du Sénèque au sommet de mon marronnier. Voilà, donc après le théâtre, enfin, les alternatives numériques, etc., j'avoue que personnellement, je m'y suis pas penché parce que, a priori, ça m'intéresse pas. Encore une fois, en fait, moi, vraiment, je me suis. Si je suis toujours dans cette voie, c'est parce que j'adore jouer en public et réfléchir aux différentes. Disons, essayer de générer des idées vis-à-vis du théâtre hors de ce que je pourrais générer moi sur scène ne m'intéresse pas beaucoup. Donc actuellement, je me pose beaucoup de questions, mais ça touche encore les arts que j'aime, c'est-à-dire l'art du roman, et puis l'art de jouer devant un public. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais pendant que tu étais au conservatoire? Est-ce que tu mettais en scène? C'est-à-dire ce que je fais actuellement, et puis enfin, juste avant le confinement. Depuis le début, et ouais, c'est ça, avant le confinement. Ouais. Alors, en première année, de toute façon, il n'y a pas trop l'opportunité de faire ça, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de cours. De toute façon, sur cnsad.fr, vous pouvez voir notre emploi du temps, donc par année, ce que vous pouvez quasiment tout savoir de moi. Et c'est des cours, il y a quelque chose comme 31 heures de cours par semaine, sachant qu'évidemment, il y a à peu près le même nombre d'heures de répétition en dehors pour préparer ces cours, sinon plus. Donc en tout, par exemple, en février 2019, je me souviens qu'il y a eu 3 semaines durant lesquelles j'ai fait près du 100 heures par semaine. Parce que, en plus de ça, on avait des cours de danse supplémentaires, parce qu'on dansait, on faisait des événements au théâtre, non pas au théâtre, au musée d'Orsay. On fait beaucoup de danse, notamment. On fait au moins 6 heures de danse par semaine. Par conséquent, on n'avait pas trop d'opportunités. Après, en deuxième année, ça c'était un peu différent. Alors là, pour le coup, il vaut mieux que je vous raconte un peu plus en détail. Moi, cet été, j'ai joué dans une pièce, mais en dehors du conservatoire, parce qu'en fait, j'avais passé un casting le printemps dernier, et pour jouer dans une pièce à la Volksbühne de Berlin, qui est un théâtre à Berlin, qui était dirigé jusqu'à il y a quelques temps par Frank Castorf, qu'on a pu voir à la MC 93, dans un super spectacle d'Ajazet, de Racine, avec notamment Jeanne Balibar et Jean-Damien Barbin. Et du coup, j'avais passé mes mois d'août et septembre à Berlin pour jouer là-bas, et c'était vraiment génial. Le metteur en scène, c'est un mec qui s'appelle, parce qu'il n'est pas mort, il est bien vivant, il a d'ailleurs mon âge. Il s'appelle donc Nicolas Darnstedt, et c'est un gars super, quoi, qui est vraiment... c'est un modèle, c'est-à-dire que en termes de management, de vision artistique, c'est ça, de hard skill.
de mise en scène. En fait, c'est un crack en tout, quoi. Du coup, il a mon âge, on a 25 ans tous les deux, et il est déjà sollicité dans tous les pays d'Europe. C'est une star en Lituanie, etc. Truc génial, donc c'était une super expérience. Du coup, j'ai rentré ici au conservatoire fin septembre. Du coup, j'ai loupé. Ah oui, parce qu'au conservatoire, on a moyen, surtout à partir de la 2e année, de solliciter des congés quand on est pris dans des pièces ou des projets comme ça à l'extérieur. Et du coup, j'avais raté un mois parce que normalement, je devais être à Aurillac pour un stage de clown d'un mois en septembre. Et du coup, je suis revenu pour jouer dans un Bérénice dirigé par un gars qui s'appelle Robin Renucci. Et bon, comme moi, j'ai horreur de la tragédie classique. C'était pas top, mais comme on était plusieurs dans mon groupe à avoir horreur de la tragédie classique, c'était quand même. On a vécu des moments de franche hilarité, parce que évidemment, quand on doit faire des alexandrins un peu plus intenses face à face, alors qu'on sait pertinemment que l'autre en face de soi n'aime pas non plus c'est ce qu'il est en train de dire. La seule option, c'est le rire. Voilà. Et ensuite, après ça, surtout sur les mois d'octobre et novembre, il y a une période qui s'appelle la période des cartes blanches, où on a très peu de cours, voire pas de cours pendant quelques jours, où on a la possibilité de créer une petite troupe éphémère avec les camarades, et puis de mettre en scène ce qu'on veut, y compris des créations, des écritures personnelles, etc. Alors moi, du coup, j'en ai pas dirigé, parce que, alors déjà parce que j'avais été sollicité dans 4 pièces, donc le même mois, je jouais dans 4 pièces différentes, et quand tu montes une pièce d'une heure, déjà en 2 semaines, parce que concrètement, c'était sur des plages de 2 semaines comme ça. Alors c'est très intense, et quand tu joues dans 4, franchement, t'as pas trop le temps de diriger en plus. Et puis, en fait, j'en avais eu un petit peu l'ambition l'été précédent, parce que j'avais voulu terminer un projet qui me trottait dans la tête depuis 2015, depuis que j'avais vu Perceval le Gallois d'Éric Romer. Je m'étais lancé dans la translation en alexandrin moderne de Eric et Edith de Chrétien de Troyes, mais finalement, j'en ai pas eu le temps, parce que j'avais fait le pari fou d'écrire un roman en m'enfermant 10 jours en juillet dernier dans une chambre d'hôtel à Cesson-Sévigné, à proximité de Rennes, qui est un bled que je ne connaissais pas du tout et que je croyais donc propice à, à la création artistique. Ce n'est pas du tout le cas. Au bout du 5e jour, je devenais taré. J'avais l'impression que les personnages me parlaient dans ma tête. Et pendant les 2h30 de retour en voiture pour revenir dans le sud du Finistère, je m'arrêtais sur le bas-côté de la route toutes les 10 minutes pour essayer de faire taire ces voix dans ma tête, littéralement. Donc, bref, en novembre dernier, j'ai pas dirigé, mais j'ai joué dans ces projets. Donc, il y avait deux créations. Donc, c'est-à-dire que le metteur en scène avait écrit sa pièce, puis deux trucs qui existaient déjà, et qui étaient Les Enfants Terribles de Cocteau, et puis ça me revient pas. Bon, bref. Et du coup, en décembre, ensuite, on a eu plusieurs trucs, notamment on devait aller donner des cours de théâtre dans des établissements scolaires. Et moi, du coup, j'ai été affecté d'abord dans une classe de 4e en ZEP, je sais plus trop où, mais c'était dans le Val d'Oise, en tout cas. Du coup, je me souviens que j'avais calculé que j'étais à 3/4 d'heure à pied de Pontoise. Donc, j'étais pas loin du tout de Cergy. Et toujours dit que c'était une expérience chouette. Et ensuite, j'ai enseigné. J'ai donné une classe auprès de CP à Champs-sur-Marne. C'était l'horreur. Franchement, j'ai hâte d'avoir l'instinct paternel. Enfin, il paraît que ça s'acquiert avec l'âge, parce que vraiment, ça me sortait par les trous de nez, quoi. Et ensuite, du coup, on a eu un stage de 2 semaines de préparation à une forme de théâtre indien qui s'appelle le Telukutu, et qui est une espèce de mélange de chant et de danse, et qui est basé sur le Mahabharata, qui est un recueil de fiction épique, qui était d'abord un recueil de fiction épique et qui a ensuite été incorporé dans les différents rites que les Occidentaux appellent l'hindouisme. Et bref, et ensuite, en janvier, on a été, toute ma classe,
on était 30, on est allé à Pondichéry, on a passé un mois à Pondichéry pour suivre un stage avec une... J'ai trouvé ceci sur le web. Ah, non, pardon, j'avais pas sollicité Siri. Donc, on était avec une dame qui s'appelle Ariane Mouchkine, qui est la directrice du Théâtre du Soleil, pour nous initier pendant donc 3 semaines à leur méthode, qui est une méthode très particulière, qui est faite à base d'improvisation. Et ça, c'était génial. Je crois que c'était ma meilleure expérience depuis le conservatoire. C'est vrai qu'en décembre dernier, j'étais encore j'étais rentré dans une période de doute parce que j'avais fait plein de trucs qui m'intéressaient pas du tout. Notamment, on avait passé 2 semaines avec des disciples, encore une fois, à l'atelier Vassiliev. Toujours, je retombe dans ces eaux-là. Donc, le principe de l'étude avec des femmes au demeurant géniales, hein, comme Agnès Adam ou Valérie Dréville, qui sont un peu ses fidèles représentantes à Paris, qui sont de très très bonnes comédiennes et de très bonnes personnes au demeurant, mais en l'occurrence, c'est une méthode qui ne me touche pas, moi. Je suis beaucoup plus touché notamment par la méthode du Théâtre du Soleil. De manière générale, je préfère... disons que s'il y a une filiation, enfin, distanciation, donc brechtienne, pour prendre le truc le plus connu, je trouve qu'il faut s'extraire du réel pour rester dans le vrai de la scène. Je trouve qu'il y a le vrai de la scène puis le vrai du réel. Voilà, et je trouve que les méthodes russes étaient un peu en deçà de ma conception du théâtre, quoi. Voilà. Du coup, je doutais un peu et du coup, ça m'a réconcilié. Donc, ces temps-ci, je suis réconcilié avec le théâtre. J'ai une question en fait sur tes influences, parce que tu as parlé des influences russes, que tu opposes, j'ai l'impression, plutôt à Brecht et au travail de Mouchkine. Et je voulais savoir si tu t'étais intéressé à tout ce qui est autour de Jacques Lecoq et comment tu ressentais ça. Alors, justement, Jacques Lecoq, c'était quand je suis entré au cours Florent, il y avait une discipline surtout que j'avais envie de découvrir, c'était la discipline du masque, parce que pendant mon stage d'accès, justement, c'était fait par Jérôme Huguet, qui avait un parcours que je trouvais un peu étonnant, parce qu'il avait été pensionnaire de la Comédie Française, et puis il avait démissionné pour suivre justement l'école Jacques Lecoq, pour apprendre à faire du masque, et puis le Samovar, pour apprendre à faire du clown. Donc je trouvais ça un peu absurde, parce que d'abord je ne connaissais rien au masque ni au clown, mais c'est infiniment moins intéressant que ce qui se pratique à la Comédie Française. Enfin, ce qui se pratiquait, pardon, parce que ça a quand même, c'est toujours en grosse évolution. Et donc, je me suis inscrit au cours de masque. Et alors, évidemment, le masque au cours Florence, là, c'est vraiment... Il y a une filiation. c'est vraiment Jacques Lecoq. Hein, ils ne vont pas chercher plus loin. Et ça m'a tout de suite énormément plu. Parce que, justement, je trouvais que le masque permet de... Le masque... Enfin, je suppose que, Julien, que tu es passé à un moment donné par cette même réflexion. Le masque, c'est une entité qui ne peut vivre que par le public, et donc que sur scène. Par conséquent, quand tu portes un masque, soit tu existes, soit tu n'existes pas. Mais tu ne peux pas être un peu juste, ou bien un peu bon. Soit tu es, soit tu n'es pas. Et ça m'intéressait beaucoup parce que, je trouvais. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était une discussion. C'est une réflexion que j'avais commencé à avoir avec un gars de Comédia, c'était Jean de Malartic. Parce qu'il y a une vraie dimension métaphysique qui m'intéresse dans le masque, qui est que comment ça se fait qu'à travers des codes, donc les codes, il y a un public, il y a des gens qui sont regardés et qui vont délivrer un récit de fiction sur scène. Comment on peut être embrigadé dans une histoire alors que concrètement, en tout cas c'est ma théorie, d'ailleurs j'en ai traité un petit peu dans mon mémoire de fin d'études à l'ESSEC, je trouve qu'on a tendance à vouloir abandonner les notions conjointes de sacré et d'artifice. C'est-à-dire qu'on a tendance, je trouve, à vouloir faire du profane de tout. Alors, ça se parlait évidemment de religion, mais
à vouloir toujours s'extraire des codes pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà justement de l'artifice. Et ma théorie, c'était un peu c'était même complètement qu'il n'y a guère que l'artifice. Je trouve que même l'individu en tant que, enfin, enfin bref, non, parce que là, je vais sortir du sujet, mais toujours est-il que j'aurais tendance à considérer que de toute façon, on est une succession de masques. Et en tant que tel, on ne peut pas s'extraire complètement de l'artifice. Et donc, j'avais l'impression que le masque, c'était aussi s'approprier complètement l'artifice, et donc le sacré, parce que je trouve que le sacré, c'est aussi mettre volontairement un artifice sur quelque chose dont on estime qu'il a de l'importance et envers lequel on éprouve de la gratitude. En tout cas, je trouve que c'est la définition de Maurice Godelier que j'aime beaucoup. Et voilà. Et je trouvais que l'école Lecoq, ce que Jacques Lecoq a permis de faire à travers le corps, à travers la disparition du comédien derrière un masque pour que puisse apparaître une autre entité, c'était vraiment célébrer le sacré en quelque sorte. Alors, donc ça, j'aimais beaucoup, et du coup, suite à ça, je me suis beaucoup intéressé à d'autres metteurs en scène qui n'avaient pour le coup, à mon avis, pas grand-chose à voir avec Jacques Lecoq, et dans lequel je retrouve la même substance, comme Alfredo Arias, Omar Porras, ça d'ailleurs, les deux finissent en As, j'ai remarqué, et d'autres, voilà, comme évidemment Mario Gonzalez, qui d'ailleurs était prof au Cons il y a encore quelques années. Oui, je disais ça aussi par rapport au psychologisme, parce que j'ai le sentiment que tu es pas un fan du psychologisme à fond, et que Jacques Lecoq, justement, il y a une espèce de lien avec la nature quand tu construis le développement d'une émotion comme la colère en te basant sur le développement d'une éruption volcanique, et où tu choisis quel volcan, et où tu visualises le moment des fumerolles, le moment des craquements, le moment de l'explosion, etc. Il y a finalement quelque chose de beaucoup moins égotiste dans la construction d'un personnage humain qui se limite aux seules émotions humaines, quoi. C'est vrai que de manière générale, personnellement, j'aurais tendance à penser que de toute façon, quand on est sur scène, c'est pour véhiculer des émotions qui sont tellement en dehors de ce qu'on aurait l'habitude d'éprouver dans la vie de tous les jours, que ce serait un peu vain de toute façon de vouloir avoir recours à ce psychologisme, justement. Évidemment, on ne joue pas toujours que du Shakespeare ou que du Brecht, mais de manière générale, moi j'aurais tendance à préférer les pièces qui permettent justement un jeu dont les émotions, qui sollicite des émotions qui sont tellement fortes que forcément on doit les chercher au-delà de soi. Et je trouve que, en tout cas, je suis d'accord avec toi quand tu parles de ce rapport à la nature. Moi, je me souviens aussi d'une vidéo que nous avait montré notre prof, où c'était Jacques Lecoq qui prenait, je crois, du papier craft. Enfin bref, un papier qui fait, je sais plus comment ça s'appelle, qui en faisait une boule, et puis qui le met sur le sol, et puis la boule, elle se développe dans tous les sens. Et puis il dit, voilà, tu vois, ça c'est une bonne métaphore du. Alors je sais plus exactement ces termes, je crois que c'était une bonne. C'était en rapport, avec l'arrivée du héros dans la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est concentrée, et tout à coup l'énergie se déploie, et n'en finit pas de se déployer, et c'est à ce moment-là que le héros peut arriver. Je trouve que d'aller chercher un peu d'essayer toujours de faire une analogie avec tous les éléments qu'on peut trouver, comme ça, un peu comme s'il y avait un algorithme général dans la nature. Oui, je trouve que c'est une méthode qui me parle déjà plus que d'aller chercher dans la mémoire affective, par exemple. Merci. Merci. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les sectes t'est utile, ou ça t'a surtout été utile pour te rendre compte au final, avec le temps, que ce que tu aimerais faire, c'est être comédien professionnel? Ou est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui encore, ça a une utilité? Par exemple, je sais que Julien nous parlait que ça lui donnait de la crédibilité
crédibilité en face de certains professionnels. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu rencontres encore, ou aujourd'hui c'est le conservatoire qui donne peut-être une plus grande crédibilité que l'ESSEC? Alors moi, la différence, c'est que, encore une fois, je suis toujours étudiant, donc j'ai jamais eu besoin encore d'avoir recours, disons, à mon CV enfin, pour avoir des subventions ou avoir un partenariat ou etc. J'imagine aussi que ce serait de toute façon un plus, mais là, en l'occurrence, j'en ai pas encore l'expérience parce que j'ai pas fondé de compagnie, je me suis jamais soucié de détails administratifs de cet ordre-là ni rien. Après, est-ce que ça m'est ou me sera utile? J'avoue que je sais pas. Mais à vrai dire, je ne crois pas m'être posé la question parce que quand je suis entré à l'ESSEC, il y avait aussi, c'est vrai, cette dimension de vouloir un peu connaître de la vie, avoir la possibilité de voyager, notamment avant de faire une école d'art. Et ça a complètement rempli sa fonction. J'ai eu, pardon, wow. J'ai tout ce que je voulais à l'ESSEC. Je suis parti donc en Chine, 5 mois, puis ensuite aux États-Unis. J'ai travaillé dans la banque. J'étais conseiller pour la clientèle professionnelle, ce que j'aurais jamais pensé faire avant, etc. Et évidemment, ça m'a donné des compétences parce que moi, j'étais conseiller à Cergy. Et donc, évidemment, j'avais des gros portefeuilles d'entreprises à gérer directement, et puis les comptes personnels aussi. Et à Cergy, évidemment, la clientèle, c'est pas toujours une clientèle très, très riche, et assez souvent, même très régulièrement, même quasiment quotidiennement, je devais dire à des gens en fait que je pouvais plus rien pour eux et qu'ils étaient dans la merde, quoi. Et quand il y a quelqu'un qui te dit à peu près tous les jours si vous faites ça, je pourrais plus nourrir mon enfant et ce sera de votre faute et que tu dois le faire tous les jours, ou bien qui te disent je sais où vous habitez, enfin je sais où est l'agence, je vais venir avec un fusil, je vais vous coller une balle dans la tête, et que tu dois rester stoïque tous les jours avant d'aller diriger ta troupe. Évidemment, c'est un travail sur soi, et je pense que je serais pas non plus qui je suis aujourd'hui si j'étais pas passé par là, parce que c'était une expérience quand même extrêmement forte. Alors je sais pas du tout si ça m'a renforcé, je sais pas si je peux dire ça, parce que généralement ce genre d'expérience c'est plus de l'ordre du traumatisme. En fait, je pense ni l'un ni l'autre, mais en tout cas ça m'a changé. Donc je sais pas si ça m'a été utile. En tout cas, j'ai été heureux la plupart du temps à l'ESSEC. Et par moments même très très heureux, notamment ma 3e année à l'ESSEC quand je suis retourné à Comédia. Mais en tout cas, c'était des bons moments, et du coup, c'était le moment jamais perdu, puisque si je meurs demain, je serais content d'avoir fait l'ESSEC plutôt qu'une école d'art directement. Ok, super. C'est ce que je voulais savoir. Moi, j'ai une question plus sur les cours de théâtre en général, donc aussi bien au cours Florent qu'au conservatoire. Un petit peu maintenant que tu as peut-être un petit peu de recul, au-delà des nouveaux exercices que tu vas faire ou des nouveaux trucs que tu vas travailler, tu disais le chant, la danse, tout ça. Avec le recul, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu es meilleur en théâtre aujourd'hui qu'il y a 1 an ou qu'il y a 5 ans? Qu'est-ce que ça a débloqué chez toi, le fait justement de faire le cours Florent, de faire le conservatoire? Est-ce que c'est tu es plus à l'aise avec ton corps? Est-ce que c'est nouer une relation avec l'interlocuteur sur scène? Enfin, j'imagine que c'est un peu de tout, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu plus marqué que d'autres, sur lesquelles où tu dis là, j'ai vraiment progressé et je suis vraiment meilleur? Alors, c'est une question que je me pose souvent ces derniers temps. Toutefois, mes axes de réponse, ce serait que, par exemple, ma première année au cours Florent, par exemple, c'est tu commences par faire des monologues. Ensuite, t'apprends à faire des lectures, à lire, puis à travailler en collectif. Ensuite, c'est, je crois, des alexandrins, et puis tu finis l'année sur des scènes à 2. Et en 2e année, tu commences encore par des monologues. Ensuite, tu as une science qui s'appelle contraste, c'est où tu fais
une scène dans une dramaturgie très particulière, et puis tu enchaînes directement sur une scène qui a rien à voir. Par exemple, tu fais du Tchekhov. Moi, une fois, j'avais commencé par une scène d'un gars qui s'appelle Werner Schwab. C'est un Autrichien que je déteste d'ailleurs, mais ça m'avait été imposé par ma prof, ce qui est complètement taré. Et j'enseignais tout de suite sur une scène des 3 sœurs de Tchekhov, où je fais tout Toussaint qui est sur le point d'aller se faire buter en duel. Et donc, en fait, c'est des échéances qui sont censées te construire un petit peu en te faisant goûter à tout ce que tu pourrais goûter sur scène dans ta vie professionnelle. Concrètement, je pense pas que ça m'ait apporté grand-chose. Mais ce qui m'a apporté beaucoup au cours Florent, c'était la préparation du concours. C'est vraiment ce qu'il y a de plus du concours du conservatoire. Pardon. C'est vraiment ce qu'il y a de plus formateur en fait. Parce que comme j'étais en 2e année, du coup, j'étais pas autorisé. D'ailleurs, j'ai même pas essayé de rejoindre une classe préparatoire au concours. D'abord, je préparais le premier tour tout seul. Mais comme j'ai réussi à passer au 2e tour, du coup, exceptionnellement, on m'a permis de rejoindre un cours de 3e année en même temps, en parallèle. Et donc, j'étais avec une femme qui s'appelle Petroï de Saint-Rapp, qui est à part peut-être Ariel Mouchkine, qui est la pédagogue à la fois la plus émouvante et la plus efficace avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, et qui m'a là pour le coup, je sais que je me suis vraiment beaucoup amélioré parce que en fait, préparer un concours, c'est mettre l'accent sur tes qualités. C'est vrai que de manière générale, dans les cours de théâtre, on mettra plus l'accent sur attention. Là, tu as encore un blocage, il faut débloquer, etc. Et quand tu commences à préparer un concours, tu te dis, bah là, j'ai plus le temps, il faut que je sois efficace. C'est vraiment de l'efficacité, donc, ce que j'aime. Et donc, alors, toi, ta singularité, ah oui, t'as ça, et ben, on va voir comment élargir ce panel de singularités, et peut-être en chercher d'autres, avoir au moins 2 choses à présenter devant un jury. Et donc, moi, évidemment, j'avais parce que donc il fallait avoir c'est l'espèce de personnage balbutiant que j'ai pu montrer de temps en temps dans des conversations avec Jean notamment que je pouvais montrer avec le monologue Les méfaits du tabac qui m'avait été conseillé par Florentin d'ailleurs. C'est un monologue d'un gars qui commence à parler comme ça. On m'a demandé voilà, ça me permettait de mettre l'accent sur la difficulté de la prise de parole. Et ensuite, du coup, mais ça, je savais déjà faire. Et là où ça m'a aidé, c'est en fait parce que j'avais un gros souci, c'est le souci numéro 1 de l'acteur, c'est de ne pas faire de la musique avec ma voix. Parce que notamment, moi, je faisais de la musique bien avant de faire du théâtre. Et évidemment, j'avais tendance à faire et ce qui est évidemment extrêmement funeste pour tout acteur. Et donc, elle m'a aidé à corriger ça, à être au plus près de la pensée, à ne plus, comme elle dit, être en l'air. Attention, Richard, tu es en l'air. Ça à être beaucoup plus juste, quitte à être moins emphatique, peut-être. Mais toujours est-il que voilà, ça m'a permis de découvrir un autre penchant de ma vie d'acteur, qui était aussi un personnage beaucoup plus assumé et beaucoup plus matamoresque. Le loser qui ne s'assume pas. Bon, évidemment, c'est assez vulgaire de mettre l'accent tout ça sur des singularités. Toi, tu seras ça, toi, tu seras ça. En même temps, ça c'est ce qui était pratiqué notamment à la Comédie Française avant. Tu sais que quand tu étais embauché à la Comédie Française, tellement je regardais la biographie de Denise Jans, qui est une comédienne que j'aime beaucoup. Elle a été embauchée à la Comédie Française, tu vois, comme elle avait un physique un peu atypique, pour les rôles de servantes et de femmes suivantes de la jeune première, enfin un truc comme ça, tu vois. Donc à l'époque, ça se pratiquait beaucoup. Bon, heureusement que c'est plus le cas. Mais toujours est-il que voilà. Donc ça m'a permis de me découvrir un peu mieux et vraiment de pallier un peu ce défaut qui était de faire de la musique, quoi. Donc là, vraiment, je me suis beaucoup amélioré. Et c'est aussi pour ça qu'en première année au conservatoire, on fait presque pas de théâtre. En fait, on fait de la danse, du chant, de l'escrime, du tai chi, enfin bref, tout, sauf du théâtre, un petit peu quand même, pour justement déconstruire.
Parce que forcément, quand tu arrives dans cette école, c'est que tu as été pendant 6 mois dans une logique d'efficacité extrême, quitte à te limiter. Et donc là, c'est te déconstruire pour ensuite, en deuxième et troisième année, te reconstruire à partir de tout ce que tu auras appris en première année. Donc concrètement, pardon, excuse-moi, je sais pas, en fait, enfin, toujours, hein, je trouve que quand les écoles d'art, c'est toujours le paradoxe, parce que on peut jamais savoir si c'est utile ou pas. Est-ce que je me limite? Mais en même temps, si je me limite pas, si je vais pas dans une école d'art, c'est aussi se limiter, parce que peut-être qu'il y a un panel de compétences auprès desquelles je passe. Il y a aussi une technique, tu vois, que j'aurais pas et qui me permettrait peut-être d'aller creuser plus loin, quitte à creuser dans ce que j'aurais découvert en école. Mais ça, franchement, c'est des trucs, je suis sûr que je te dirais à peu près l'inverse dans un an. Ouais. J'ai une autre question sinon. Est-ce que tu as développé des super méthodes pour apprendre ton texte maintenant? Ouais. D'ailleurs, elle est assez récente parce qu'elle date de. Enfin, en fait, je l'avais mis au point l'été dernier parce que concrètement, en fait, on devait apprendre du jour au lendemain à peu près une page de texte en allemand. Et comme je parle pas du tout allemand, je devais apprendre en phonétique, ce qui est extrêmement difficile. Et donc, il fallait que, fallait que je mette au point une technique plus efficace. Et là, j'ai eu l'occasion de la retester en février, puisque j'ai dû apprendre en un week-end un monologue de 13 pages de Sénèque. Et donc, la méthode que j'ai développée, et du coup, je continue à la pratiquer, je suis sidéré par son efficacité. Parce qu'avant, j'avais tendance à prendre mes textes en marchant le long des quais de Seine, parce que je trouvais que ça m'aidait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas, c'était juste une habitude, mais que j'étais tout aussi bien assis devant mon bureau. Et le problème d'être devant son bureau, c'est c'est le problème toujours de l'éparpillement et de la distraction. Mais aussi, j'ai réalisé que c'était un problème que j'avais aussi quand je marchais. Donc, en fait, je me suis mis à faire comme quand je faisais mes devoirs au lycée pour pas prendre trop de temps. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, ce paragraphe-là, je me donne 10 minutes pour l'apprendre. Pof, 10 minutes. Hop, du coup, je mets mon chrono, j'apprends un paragraphe, ça peut être 6-7 lignes, généralement. Je l'apprends, généralement, je finis en 7-8 minutes. Ensuite, je souffle. Et ensuite, voilà, je fractionne par petits paragraphes de 10 minutes, 10 minutes. Et en fait, le principe du défi, je le trouve à la fois stimulant et je trouve aussi que ça donne un cadre. Voilà, ce qui fait qu'en une heure, du coup, j'ai appris 6 paragraphes, ce qui peut faire une page, quoi. Bon, alors, évidemment, ah oui, pardon, j'oublie. Alors ça, par contre, j'y suis fidèle depuis des années sec. Je pense toujours qu'il vaut mieux apprendre beaucoup d'un coup et ensuite, quitte à ce que ce soit un peu bancal, tu auras l'avantage d'avoir plusieurs nuits de sommeil et donc la mémoire, alors, je sais pas du tout comment elle fonctionne, mais en tout cas, je sais que la mémoire fonctionne comme ça. Parce que si tu apprends petit à petit, genre un petit bout, mais bien, bien, bien un jour, et puis un autre petit bout, bien, bien, bien le lendemain, finalement, tu sauras que le premier bout que tu auras appris le premier jour. Ouais. Bon, évidemment, ça c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est pas comme ça. Non, t'as des projets en cours ou est-ce qu'il y a un moment où on peut te voir sur scène dans un avenir proche ou c'est encore très confus? Bah du coup, pas un avenir proche, mais plus lointain. Ouais, bah si. Parce que normalement, avec ma classe, en tout cas, j'en ai plus en dehors du cons actuellement. Mais avec le cons, normalement, on devait, avec mon groupe de travail, on devait jouer au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet fin juin. Et du coup, c'est reporté à novembre, mais ce sera dans une salle un peu plus petite au conservatoire. Et sinon, l'année prochaine, je serai en troisième année, donc forcément, je jouerai à plusieurs reprises, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de reprise de l'épidémie dans le théâtre du conservatoire. Et la troisième, c'est la dernière, c'est ça? Le problème, c'est la dernière, et en fait, elle est consacrée au spectacle. C'est-à-dire qu'on ne fait que mettre en scène des spectacles avec des intervenants extérieurs. Ok. J'ai une question, mais je ne sais pas trop comment la formuler.
qui est que du coup, tu nous as tout de suite parlé de ton rapport à la théorie théâtrale et voilà que ça t'intéressait et que tu avais lu des choses. Mais enfin, en fait, c'est quoi comment tu conçois, la relation entre le plaisir et la jouissance que tu as à jouer, dont tu as aussi parlé et après cette dimension-là théorique, enfin, j'ai du mal à comprendre, si, l'un fait naître l'autre ou l'inverse ou si l'un justifie l'autre, Ouais, là, en l'occurrence, ce serait plus, disons que lire des théoriciens m'aide à comprendre ce que j'aime. Par exemple, quand j'avais lu Stanislavski, Vassiliev, que je m'étais intéressé au travail de... Merde, comment ça s'appelle C'était un ami, c'était un ami de Stanislavski qui avait eu des problèmes avec Staline. Bon, bref, excuse-moi, je sais plus. Mais voilà, en fait, ça m'a aidé aussi à comprendre au fur et à mesure que j'aimais pas trop ce théâtre-là. Et ce que je crois que j'aurais eu du mal à mettre des mots dessus, sur ce que j'aimais pas, si je les avais pas lus. De même que si j'avais pas lu le Comédien désincarné, si j'avais pas lu notamment, beaucoup, d'ailleurs, je l'ai pas encore mentionné, c'est les écrits d'Antoine Vitesse, ou même enfin, des recueils d'interviews d'Ariane Mouchkine. Si j'avais pas lu ça, j'aurais mis peut-être plus de temps à mettre des mots sur ce qui me plaît au théâtre. Après, avec ma pratique personnelle, je sais pas si c'est directement en lien. Et je trouve aussi, alors ça pour le coup, je vois qu'il est déjà 19h15, donc je vais pas pouvoir m'épancher longtemps dessus, mais je trouve qu'il y a quand même une relation, mais surtout dans le monde du théâtre, qui est vraiment, vraiment super chelou, entre le plaisir du jeu et la pratique. Parce que globalement, le théâtre, c'est un art qui est pratiqué en grande partie par des gens qui n'aiment pas aller au théâtre. Il y en a beaucoup qui disent moi j'adore jouer, par contre qu'est-ce que je m'ennuie, du coup je vais jamais au théâtre. Et je trouve ça mais odieux même en fait, parce que si tu aimes cet art, n'y va pas en fait. Si tu aimes juste jouer, ne te fais pas professionnel, parce que je trouve que ça dessert le théâtre, qu'il soit pratiqué entre autres par des gens qui finalement ne sont pas sûrs de l'aimer. Et je trouve que vraiment on devient un bon artiste quand on se rend compte de ce qu'on aime. Ouais. C'est aussi ça qui m'a aidé pendant ma préparation du concours, c'est que c'est aussi Petroni qui m'avait aidé à découvrir une théâtralité que j'aimais bien. C'est notamment, j'aimais déjà évidemment beaucoup Brecht, mais elle m'a aidé à le jouer d'une façon qui m'a fait l'aimer encore plus, notamment. Ouais, je trouve que c'est un peu morbide, voilà, de s'extraire un peu, d'extraire la dimension de plaisir de la pratique de l'art. Parce que le théâtre, il existe aussi par nous, acteurs. Et donc, et même parmi les profs au conservatoire, il y en a qui nous avouent qu'ils ne vont plus au théâtre. Et je trouve ça vraiment, vraiment super alarmant, quoi. Alors évidemment, en tout cas, c'est un peu ma théorie, c'est que l'art, de toute façon, le théâtre, pardon, est un art qui à peu près depuis toujours à l'agonie, puisque c'est le spectacle vivant, implique la dimension de la mort aussi, parce que s'il y a de la vie, forcément, il y a la possibilité de la mort, et en fait, depuis toujours, il a été toujours sur le point de rupture, hein. Notamment par le fait que, par exemple, il a très rarement été rentable. Concrètement, le théâtre vit essentiellement de subventions depuis les Dionysies. Mais ouais, je trouve que il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on aime, voilà, est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime, et lire des textes théoriques aide à mettre des mots dessus. Comment est-ce que, parce que tu nous as dit que tu suivais des cours
en ligne, là, pendant le Ah oui, oui. des cours donc, du conservatoire. Mais à quel point comment tu as fait, comment tu t'es préparé pour, on va dire, faire le balancement et pas faire un cours, mais être le bonhomme qui dirige les gens, qui dirige un exercice en ligne. Est-ce que tu l'avais déjà fait avant par visioconférence comme ça? À quel point c'était. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui étaient là se disaient waouh, 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 et c'est très bien maîtrisé. Je suppose qu'il y avait une préparation derrière, mais justement, je me demandais à quel point c'était préparé, à quel point c'était différent de faire ça en GA ou dans un tout espace de répétition, etc. Et est-ce que tu l'avais déjà fait avant en tant que dirigeant d'exercice comme ça? C'était la première fois par la visioconférence. Alors, concrètement, les cours que j'ai ici, alors, effectivement, ils peuvent s'y apparenter, en ceci que, bon, évidemment, les cours de chant, c'est individuel, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut s'apparenter, donc le Feldenkrais danse à ce que j'ai proposé lundi, mais en fait, concrètement, ce que j'ai fait, je l'ai inventé. Hein. C'était une patchwork de thèmes que j'avais déjà abordés à la fois dans les cours de masque et aussi pendant la période des cartes blanches, parce que donc dans une pièce dans laquelle j'ai joué en novembre dernier, c'était un gars qui avait bossé avec un gars qui s'appelle Dieudonné Nyanguna, qui est un metteur en scène assez jeune et qui travaille surtout avec la MC 93 et qui travaille beaucoup sur la notion de second souffle, c'est-à-dire comment arriver à aller au bout de toi-même. C'est ça. Comment épuiser le corps pour qu'ensuite tu puisses utiliser ce même corps et générer un esprit, tu vas libérer de toute notion de zone de confort, etc., pour enfin créer quelque chose. Et voilà, donc j'ai essayé un petit peu de donner ça en faisant courir les participants, etc. Et puis ensuite en les poussant un peu à imaginer, en se mettre en situation d'émotions plutôt fortes, en travaillant sur la conscience, puis la non-conscience, c'est-à-dire la perte de la conscience d'un bras, puis d'une épaule, etc. Puis le retour, comme ça. Tout simplement parce que c'est des choses que j'aime bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué ça. En tout cas, je trouve que je les pratique trop peu. Et oui, c'était la première fois par visio. C'était un exercice qui était un peu plus difficile que ce que je pensais. En général, moi, je suis toujours très optimiste. Hein. À chaque fois, je me dis que ça va être facile, et en fait, pas du tout. C'était comme quand la première fois que j'ai participé à une émission de radio, j'étais terrifié, je bégayais comme je ne sais quoi. Voilà. Ok, merci. C'était le deuxième épisode de C'était mieux avant, présenté par Commedia dell'ESSEC en compagnie de Richard Le Gall. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que le témoignage de Richard vous a intéressé et que vous pourrez puiser dans son expérience pour trouver votre voie, même si elle sort de l'ordinaire. À très vite pour un autre témoignage inspirant.